Dans l'imaginaire collectif, les prédateurs agissent dans la pénombre, à l'abri des regards de la société. Les agresseurs agissent dans une ruelle sombre de métropole ou la maison familiale. Pourtant, même s'ils agissent dans l'ombre, certains, beaucoup, sont protégés par la lumière, celle des plateaux de télévision par exemple, comme à tout hasard, Patrick Poivre d'Arvor. Qui parmi nous, à part peut-être vraiment les plus jeunes, n'a pas vu au moins une fois à la télé le bon vieux Patrick Poivre d'Arvor? Bon, les plus anciens, vous le savez déjà, il est l'un des visages historiques de TF1. Pour cause, il est l'un des présentateurs phares du JT de la chaîne pendant 20 ans. Il comptabilise de nombreuses émissions à son actif et publie même une 60aine de livres pendant sa carrière. Et c'est pas tout. Il comptabilise de nombreuses récompenses dans le domaine journalistique. Il sera même décoré chevalier de la Légion d'honneur par Jacques Chirac en 2003. Sportif de compétition dans la vie privée, il est aussi ambassadeur de bonne volonté auprès de l'UNICEF et se montre très engagé pour des causes humanitaires. Bon, là vous allez me dire, le brave homme, j'imagine. Enfin, quelqu'un qui mérite qu'on dresse un portrait finalement positif sur lui. Bon, attendez, avant que votre avis finisse par changer très vite. L'histoire ne s'arrête évidemment pas là. Depuis 2021, plusieurs dizaines de femmes l'accusent d'harcèlement et d'agression sexuelle. Il me fait rentrer, il me bascule sur le lit, il me déshabille, il se déshabille et il me pète. Tout ça dure 5 minutes, pas plus. Certaines témoignent même avoir été mineures au moment des faits. Là, j'ai découvert le témoignage de Armel. C'est vrai qu'on dirait un peu un fil conducteur. L'anorexie, l'extrême jeunesse, la fragilité, vulnérable. Des agressions qui auraient eu lieu apparemment au domicile du présentateur, mais aussi dans son bureau au sein de la tour TF1. Parfois même lors d'invitations à des événements officiels. Lui répond à ça par une plainte pour dénonciation calomnieuse contre 16 d'entre elles. Et bien sûr, il nie toute violence sexuelle et sexiste. Peut-être qu'il lui est arrivé, c'est vrai, de leur faire des avances qui ont été peut-être mal perçues, mais il n'a jamais imposé de rapport contraint à personne. Enfin, d'après lui, quoi. Mais alors, est-ce que toutes ces femmes avec leurs accusations fantaisistes, comme il le dit, ne cherchent-elles pas la notoriété? Après tout, lui n'est qu'un séducteur qui aime la compagnie des femmes. Tu dis quelque part que les femmes, c'est un peu comme une drogue pour toi, c'est ta raison de vivre. C'est vrai, t'es accroché aux femmes comme on peut être accroché à la drogue? J'adore les environnements féminins. Pourtant, au total, plusieurs dizaines de femmes témoignent publiquement contre lui. 45 l'accusent de violences sexuelles. Une quinzaine d'entre elles portent plainte, dont la moitié pour viol, 2 sont mineurs au moment des faits allégués. C'est horrible, absolument immonde, et c'est à partir de là que l'affaire Patrick Poivre d'Arvor est lancée. Aujourd'hui les amis, je vous présente un prédateur en série. Bon, évidemment, Patrick Poivre d'Arvor est loin d'être le seul monstre qui se cache sous la lumière des projecteurs. J'ai déjà pu vous présenter le portrait de Plaza. Combien encore se cache sous les masques d'une personne publique bien sous tout rapport? Patrick Jean-Marcel Poivre, de son vrai nom, voit le jour le 20 septembre 1947 à Reims, au domicile de ses parents. Plus tard, dans une autobiographie, il s'inventera un lien généalogique avec le botaniste Pierre Poivre. Bon, en réalité, le portrait que je m'apprête à vous dresser maintenant semble être celui d'un homme en quête d'une identité qu'il n'a pas forcément. Une identité de héros respectable. Enfant, il passe ses vacances en Bretagne dans une maison familiale. La majorité de ses ascendants sont originaires des départements du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, de la Sarthe, de la Côte d'Or, de la Creuse et de l'Allier. Mais lui se dit breton d'origine et de cœur. Bon, on applaudit la communauté Wikipédia qui nous informe qu'un seul de ses ancêtres est véritablement et effectivement né en Bretagne. Un arrière-grand-père, Laurent Caudran, né à Trégastel, employé du chemin de fer de l'Ouest, est mort en 1884. Son père, Jacques Poivre, est un représentant en chaussures qui évolue en directeur de société. Celui-ci fait son service militaire dans le 1er régiment de France sous le régime de Vichy. Avec sa femme, Madeleine, ils auront 3 enfants. L'année après la naissance alors de Patrick, en 1948, la famille accueille Catherine, sa sœur. Et plus tardivement, en 1958, c'est au tour de leur frère, Olivier, de voir le jour. Enfant, Patrick est plutôt quelqu'un de timide et de solitaire. Harcelé par ses camarades d'école, il trouve refuge dans les livres qui devient très rapidement ses seuls amis. Les livres et son grand-père maternel aussi, Jean-Baptiste Jeuge. Celui-ci écrit sous un pseudonyme, Jean d'Arvor, et initie son petit-fils à l'écriture. Et oui, vous l'avez dans le mille. C'est pour lui rendre hommage que Patrick Poivre ajoutera lui-même le pseudonyme d'Arvor. Ce qui le rendra donc célèbre en France pour l'acronyme PPDA. Et d'ailleurs, pendant toute cette vidéo, on appellera Patrick Poivre d'Arvor
PPDA, pour éviter que ce soit beaucoup trop long finalement. Mais il ajoute aussi cette particule parce qu'il trouve qu'un nom rallonge, ça donne un côté un petit peu héroïque. Une qualité qu'il cherche à se donner, comme vous le verrez tout au long de sa vie. Bon, pour l'instant, il a 13 ans le Patrick. À cet âge-là, il développe un début de leucémie et réussit à guérir. Et à 15 ans, il obtient son bac. Cet été de 1962, il rencontre aussi celle qui deviendra sa première épouse, Véronique. À la rentrée, il poursuit ses études à l'Institut d'études politiques de Strasbourg avant d'intégrer l'Institut d'études politiques de Paris. Bon, c'est un élève, comme vous le voyez, très brillant, il sort même diplômé de ça. En parallèle, il étudie le russe, le polonais et le serbo-croate. Et il se montre assez engagé politiquement dans les mouvements étudiants de droite. À ce moment-là, il fait aussi ses premiers pas dans la presse comme critique de cinéma dans le magazine Valeurs Actuelles. Des articles signés sous le pseudonyme d'Alexis Orgel. Puis il tente de se faire après engager au Figaro, mais bon, sans succès. En 1968, il a tout juste 21 ans et devient alors papa, avec la naissance de sa fille Dorothée. Il est âgé alors de 22 ans quand il intègre finalement le centre de formation des journalistes en 1969. Il porte déjà à ce moment-là la cravate qu'on associe tous à sa vilaine tête. Et c'est là qu'il ajoute le pseudonyme d'Arvor, emprunté à son grand-père qui est mort quelques mois avant. Grand-père qui, précisons-le, rédigeait des poèmes nationalisés et religieux, mais également quelques nouvelles érotiques. Il a décidé de porter son nom de plume pour que son souvenir ne disparaisse jamais. Engagement politique et lubricité, voilà bien les thèmes que l'on retrouve dans le destin de PPDA. En 1971, il se fait alors recruter par France Inter. La station de radio appartient au service public, raison probable d'ailleurs pour laquelle il cesse son engagement politique auprès des jeunes républicains indépendants. Le 25 janvier 1971, alors à 23 ans, il fait ses débuts à la radio et présente un reportage sur l'île Maurice. Envoyé spécial aux Philippines ensuite, il rapporte une interview exclusive. Celle d'Imelda Marcos, épouse corrompue du président philippin. Ce qui permet alors très vite au jeune PPDA d'être lauréat d'un concours radiophonique et de gagner le droit d'exercer à l'ORTF pendant 1 an. Bon alors, pour les plus jeunes et même pour moi, au début je ne savais pas ce que c'était vraiment, l'ORTF en fait c'est un peu le centre dictateur des médias publics à l'époque. Il est chargé des journaux du matin et des revues de la presse. Bon, comme vous le voyez à ce moment-là, sa carrière est lancée. Mais elle s'arrêtera de manière plutôt fracassante. L'année 1971 est aussi celle de son mariage avec Véronique Courcou. Ensemble, ils ont déjà la petite Dorothée qui a maintenant 3 ans. Ils n'auront pas moins de 6 enfants et devront porter le deuil pour 3 d'entre eux. C'est Arnaud qui ne tarde pas à agrandir la famille en 1972. Le couple affronte alors son premier deuil avec la petite Tiphaine qui meurt en 1975, à peine âgée d'1 an de la mort subite du nourrisson. Puis vient Solène, toujours en 1975, la même année. Lui entre maintenant à la rédaction d'Antenne 2. Il exerce d'abord en tant que chef adjoint du service politique intérieur, puis chef du service politique, économique et social. Des sujets, bon là, plutôt sérieux. Le premier journal télévisé qu'il va présenter, c'est ce 16 février 1976, alors que sa chaîne cherche un remplaçant pour un week-end. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Hier, la montagne a tué, a frappé lourdement. 12 morts, 7 dans les Pyrénées, 5 dans les... Avant d'être nommé en août rédacteur en chef, adjoint du journal télévisé de 20h. Mais ce n'est pas à la rédaction que PPDA va faire ses lettres de noblesse. Enfin, façon de parler. Finalement, en 1977, il est le seul présentateur du journal d'Antenne 2. À partir de 1979, il devient aussi éditorialiste d'une rubrique nationale de France Inter, un poste qu'il occupe pendant 3 ans. On est maintenant en 1980 et un coup dur va revenir frapper PPDA. Lui et sa femme affrontent leur 2e deuil infantile avec Garance, une enfant mort-née. Rapidement, en 1981, c'est enfin Morgane qui viendra compléter la fratrie. Année où il se voit partager la présentation du journal de 20h sur Antenne 2. Une semaine sur 2, ce n'est donc plus lui, mais Christine Ockrent à la présentation. Alors que le journal bat son record historique et devant celui de TF1, c'est Christine Ockrent qui est nommée rédactrice en chef. Bon, lui préfère partir et donc présenter son dernier journal sur la chaîne le 28 juillet 1983. Comme on dit en Bretagne, adieu Vath. Et demain, c'est Philippe Arroir qui présentera ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée et de bien beaux jours d'été. Au revoir. Il ne reste pas inactif pour autant, mais rejoint le journal du dimanche. Pendant alors plusieurs années, 7 ans exactement, il y dresse en 2e page le portrait d'une personnalité. Il rédige aussi pour de nombreux autres magazines, comme Paris Match, Le Point ou encore Le Nouvel Observateur, Géo, Le Figaro Magazine et aussi Vogue. Puis il reprend du service pour Antenne 2 en co-animation avec Jacqueline Alexandre d'une émission.
Mais il finit alors par quitter l'antenne publique et rejoint une toute nouvelle chaîne sur la télévision française. Événement dans le paysage audiovisuel français, la naissance aujourd'hui de la 4e chaîne, Canal+. Une chaîne nommée Canal+, où il y anime une émission quotidienne. En 1985 alors, il est à la présentation de cette quotidienne. Bon, l'histoire ne l'a pas dévoilé encore, mais 40 ans après, une présumée victime l'accuse de l'avoir violée à cette époque. Il s'agit des faits dénoncés les plus anciens à son actif qu'on a réussi finalement à dénicher. Bon, bien entendu, au moment de déposer plainte en 2021, l'accusatrice sera déboutée pour prescription. C'est horrible, purée de merde en vrai. Avant que le destin ne retourne contre PPDA. Mais bon, n'allons pas trop vite, avançons doucement. Pour le moment, et pendant longtemps d'ailleurs encore, rien ne laisse deviner du prédateur qu'il est vraiment. Bon, nous sommes maintenant en 1990 et c'est là où il intègre la radio RMC comme éditorialiste de la matinale pendant une année. Et le destin veut qu'en 1986, il couvre le rallye Dakar auquel participe le chanteur français Daniel Balavoine. PPDA doit initialement monter dans l'hélicoptère qui causera la mort de la star. Au dernier moment, il choisit finalement de prendre l'avion et laisse sa place à Nathalie Audin. Il échappe alors ainsi au tragique accident de l'hélicoptère en question qui prend la vie de Daniel Balavoine et malheureusement 4 autres personnes. Et c'est également cette année-là, l'année du crash, où il rejoint TF1. Alors d'abord pour une émission du dimanche. Et rapidement, dès 1987, en tant que présentateur du journal de 20h, du lundi au jeudi. Le week-end, il est relayé par d'autres présentateurs, dont Claire Chazal, qu'on connaît tous. En une année, le journal alors reprend sa place devant celui d'Antenne 2. Avec près de 10 millions de téléspectateurs, il est le plus regardé de France. Et c'est lui, Patrick Poivre d'Arvor, qui en est la figure principale. Alors en 1988, parallèlement aux 20h, il obtient aussi la présentation d'une émission littéraire en dernière minute de soirée connue aujourd'hui sous le nom de Vol de nuit. C'est la figure de TF1. Pourtant, dans l'intimité, Patrick, c'est une autre figure qu'il montre, puisqu'une présumée victime témoignera avoir été agressée en 1988 par l'homme en question. Mais devant les caméras, rien ne laisse deviner l'étendue de sa perversion. Et lui continue alors son ascension. En 1989, lui présente des soirées électorales entourées de politiciens et de spécialistes, souvent d'ailleurs en co-animation avec Claire Chazal. Il est nommé directeur délégué à l'information de TF1. En gros, les infos qui passent sur la chaîne passent d'abord par lui avec le directeur et le vice-président. Le mec a juste un rôle tout simplement énorme. Et c'est justement au sujet de l'information qu'un premier scandale éclate autour de Patrick. En 1992, il est accusé de manquer à la déontologie du métier. En cause, des extraits diffusés le 16 décembre 1991. On y voit le dirigeant cubain Fidel Castro comme s'il s'accordait une interview exclusive à TF1. PPDA affirme alors direct que la séquence est captée par une des équipes de TF1 à Cuba. Fidel Castro essaie de sortir de son isolement économique mais n'est pas prêt à aucun renoncement idéologique. L'une des équipes de TF1 l'a interrogé hier à Cuba. Alors qu'en réalité, il s'agit d'un montage à partir d'une conférence de presse internationale. Le debunk est très vite rendu public le 2 janvier 1992 par un article dans Télérama. D'autres médias, bon vous l'imaginez, s'emparent très vite du sujet et une journaliste argentine présente à la conférence de Castro témoigne même que les journalistes de TF1 n'ont posé aucune question. Alors niveau crédibilité journalistique, on a connu, je pense, beaucoup mieux. Pris la main donc complètement dans le sac, il conteste pourtant les critiques, il a bel et bien dit conférence de presse. Hein bon, interview, conférence de presse, il joue un peu sur les mots quoi. Bon, l'affaire est tout de même portée vers le tribunal par une assoce et un téléspectateur pour diffusion d'informations falsifiées. Mais l'action est déclarée irrecevable. Alors, Patrick Poivre d'Arvor, lui, il rappelle que le CSA n'aurait pas du tout manqué de le sélectionner s'il avait réellement été en faute. Bon, pour ça, on n'y croit pas trop honnêtement. Et puis, bon, toujours selon lui, tout ça n'est finalement qu'un enchaînement de rumeurs. Bon, je vous spoil directement, il finira littéralement par réaliser une interview de Castro 2 ans après le scandale, sans fake. Bon, en même temps, le gars n'a pas trop intérêt à faire le malin avec ses montages maintenant. D'autant que ce n'est pas le seul scandale qui lui colle aux fesses en ce début 1990. À cette époque, la guerre du Golfe occupe les actualités internationales. Le 23 janvier 1991, il diffuse alors une interview d'une personne qu'il présente comme un ancien garde du corps de Saddam Hussein, un certain capitaine Karim. Mais ce n'est pas moins que l'ambassade irakienne elle-même qui dément et assure que l'homme est attaché de presse à Paris. Il n'aurait même jamais approché le dirigeant irakien. Mais notre Patrick Poivre d'Arvor, il se démonte
pas forcément pour autant, même devant les preuves que ses détracteurs tentent d'exhumer. Il assure avoir rencontré le capitaine Karim à Bagdad lui-même alors qu'il passait une fouille de sécurité. Et bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que les années 90 ne le placent pas du tout sous de bonnes augures. En 1995, il vit son 3e deuil paternel. Sa fille Solène met fin à ses jours d'une manière brutale alors qu'elle n'a que 19 ans. Après des années de lutte contre l'anorexie, elle se jette sous une rame de métro à la station Les Sablons de Neuilly-sur-Seine. Elle ne décède pas sur le coup et meurt de ses blessures à l'hôpital. Cette même année d'ailleurs, Claire Chazal donne naissance à François. Et si je le précise ici, c'est que PPDA reconnaît publiquement d'être le père en 2005. Alors oui, à cette époque, il est toujours légalement unis à Véronique. D'ailleurs, même s'ils finissent par se séparer, les deux ne divorceront jamais. Puis l'année suivante, il est dans la sauce en termes de juridique. Il semble apparemment que Patrick fricote des petits criminels. Alors en 1996, aux côtés de Michel Noir et Pierre Botton, il est condamné pour recel d'abus de biens sociaux. Il écope alors de 15 mois de prison avec sursis et 200 000 francs d'amende. Après quoi, il est suspendu du JT de 20h de TF1 pendant 3 mois. Bon, en vrai, c'est la moindre des choses. Et comme les hommes médiocres ont un peu d'humour, il fait son retour à l'antenne le 1er avril 1996. Et en vrai, cette affaire ne semble pas tellement lui porter préjudice en dehors de sa mise à pied temporaire. C'est maintenant l'avènement des années 2000 et le monde a survécu apparemment au grand bug, vous savez, auquel il se préparait pour le changement de siècle. Et alors là, PPDA est nommé vice-président d'une nouvelle chaîne régionale bretonne, TV Brides. À cette période, âgé alors de 53 ans, il entretient une relation avec Claire Castillon, âgée de 25 ans seulement, soit 28 ans de moins que lui. Le mec n'est juste pas dans l'abus, si, complètement. Puis il fait quelques saisons à RTL avec un magazine d'actualité le vendredi soir. Et ce n'est qu'en 2004 que celui qui est officiellement Patrick Poivre fait une demande pour ajouter légalement Darvor à son nom. Requête qui, devinez quoi, leur est acceptée. Étrangement, par contre, en 2005, une plainte contre PPDA va passer totalement inaperçue. Celle de Coraline Merlet qui dépose plainte pour viol. Les faits apparemment se seraient déroulés le 14 mars 2005 dans le bureau du journaliste après son journal. Mais si elle passe inaperçue, malgré la gravité de l'accusation, c'est probablement parce qu'elle est classée sans suite quelques mois plus tard. La justice alors considère que les preuves sont pas assez suffisantes pour ouvrir une vraie enquête préliminaire. Mais bon, rassurez-vous les amis, le karma, vous le verrez bien, rattrapera le bon vieux Patrick Poivre d'Arvor. Alors, sur le plan professionnel, c'est toujours plutôt ok pour lui. En plus de la présentation du JT, il mène des interviews et des débats politiques. Notamment le débat du 2 mai 2007, co-animé avec Ariette Chabot. Lors de ces débats de second tour de l'élection présidentielle, s'affrontent alors Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. À ce moment, on lui connaît alors une liaison avec Agathe Borne. Celle-ci devient alors ensuite chroniqueuse dans l'émission Vol de nuit, dont d'ailleurs il est le présentateur, même s'il ne se sépare officiellement avec Véronique qu'en 2010. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que PPDA semble aimer pas mal les femmes quand même. Pendant 21 ans, il est le visage du JT de 20h sur TF1, ce qui lui aura donc permis, au cours de sa carrière, d'interviewer de nombreuses personnalités françaises et internationales de tout domaine confondu. Cinéma, musique, politique, sciences, etc. Le mec en a vu du monde, en vrai de vrai. Sans parler du nombre de présidents de la République française qu'il a vu se succéder sur son plateau. On peut citer François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Et il n'hésite pas à se montrer plutôt piquant avec ces personnes. Comme cette fois où il rend Nicolas Sarkozy furieux en lui disant qu'au sommet du G8, il semblait un peu excité comme un petit garçon dans la cour des grands. Bon, il faut préciser qu'à l'époque, le président Sarkozy est moqué et beaucoup critiqué pour sa petite taille. Même dites-vous que Jacques Chirac lui trouvait un petit peu déjà une forme d'insolence. Preuve que PPDA n'est malgré tout pas intouchable. Le 8 juin 2008, son éviction du journal télévisé est publiquement annoncée. TF1 vient de passer majoritairement dans les mains de Bouygues et l'équipe de direction change. La tête du vieux alors Patrick Poivre d'Arvor ne semble plus trop passer. Selon lui, il a été évincé probablement pour s'être monté un petit peu et effronté face à Nicolas Sarkozy. Alors en 2017, son directeur parlera effectivement d'une faute de la part du journaliste Patrick Poivre d'Arvor, mais sans donner finalement plus de détails que ça sur les raisons précises de cette éviction. Comme quoi, une mauvaise blague, des fois peut-être, ça peut coûter très très cher. Là en l'occurrence, ça lui a coûté littéralement son poste quoi. Après lui, c'est donc Harry Roselmack, qu'on embrasse très fort, qui assure une transition avant que Laurence Ferrari ne le remplace. Le 10 juillet 2008, alors qu'il se projetait alors bien à la présentation du journal jusqu'en 2012, il tire sa révérence sur TF1 en citant Shakespeare. Ce qu'on ne peut éviter, il faut l'embrasser. Et je suis
sûr qu'on se reverra très vite. C'est un homme de lettres, ça on peut pas vraiment lui enlever. Avec son éviction du journal télévisé, c'est aussi son émission nocturne, Vol de nuit, qui s'arrête totalement pour lui. Ainsi qu'une autre émission littéraire qu'il anime depuis 1994 sur LCP, une chaîne du groupe. Le groupe TF1, pour lui, c'est définitivement fini. Est-ce qu'il l'a mauvaise ? Probablement. Le même mois, il donne une interview au magazine breton et dénonce dans celle-ci les méthodes du nouveau PDG de TF1, Nonce Paolini. Dès son arrivée, pour surveiller les salariés, il aurait installé un système de pointage avec des badges et une police privée chargée de scruter les moindres détails, les moindres déplacements. Des propos qui ne passent évidemment pas inaperçus auprès du PDG, qui porte alors plainte à son encontre pour diffamation. Bon, je vous spoil, l'année suivante, le PDG gagne le procès contre Patrick Poivre d'Arvor, qui se voit condamné à 500 € d'amende avec sursis, ainsi qu'à 1 € de dommages et intérêts. Alors voilà, il existe oui aussi des peines assez ridicules en vrai. Mais qu'importe, lui continue pourtant son chemin dans le paysage médiatique. Et c'est sur RTL qu'il revient à l'antenne radio dès 2008 d'ailleurs. Il intervient comme polémiste dans l'émission On refait le monde. Puis, à partir de 2009, il présente un hebdomadaire où il interviewe chaque semaine 2 personnalités. Et la même année, on le retrouve aussi dans 6 numéros d'un magazine géopolitique diffusé sur Arte. En mai 2009, c'est l'affaire en diffamation contre TF1 qu'il rattrape. Nonce Paolini dépose cette fois-ci une nouvelle plainte pour dénigrement dans un autre tribunal. Alors Patrick Poivre d'Arvor sera condamné cette fois à verser non pas 500 balles, mais 400 000 € de dommages-intérêts à TF1. Alors pour la raison suivante, non-respect de la clause de confidentialité. Alors il fait tout pour contester la condamnation en appel, puis en cassation, mais bon, on n'y échappe pas. Désormais de retour sur le service public, il présente alors une chronique dans le quotidien France Soir à partir de 2010 jusqu'en 2011. 2010 alors marque aussi sa séparation conjugale avec Véronique Corot. Et une nouvelle plainte vient là contre lui. Bon, vous imaginez, ça va être récurrent, vous allez voir ce genre d'informations. Cette fois, c'est Agathe Borne, son ancienne compagne, qui l'attaque en justice. Elle l'accuse en fait d'avoir détaillé des moments de leur relation sans son consentement dans un de ses livres. Les passages concernés d'ailleurs parlent notamment de sa santé à elle et de sa sexualité. Elle l'accuse également d'avoir publié certaines de ses lettres d'amour qu'elle lui a envoyées, toujours, vous imaginez, sans son accord. Elle porte alors plainte pour attaque à la vie privée et non-respect des droits d'auteur et remporte, le procès. 33 000 € d'amende pour le Patrick Poivre d'Arvor et interdiction de rééditer ou réimprimer son torchon. En parallèle, il présente en voix off la série documentaire Une maison, un écrivain sur France 5 à partir de 2011. Puis, toujours sur le service public, il anime aussi un magazine de société sur France 3. Le mec fait absolument tout ce qu'il peut quoi. Mais par contre, à nouveau, il va être accusé. Et de plagiat cette fois-ci. Le journaliste Jérôme Dupuis l'accuse d'avoir plagié un autre auteur dans un livre qu'il publie sur Ernest Hemingway. Selon l'accusateur, le plagiat apparemment porterait sur une centaine de pages sur 400. Le mec s'est pas fait chier quoi. Bon, bien sûr, PPDA va se révolter et ne va pas laisser dire de telles sornettes à son égard. Je me suis naturellement documenté auprès des nombreuses biographies existantes, au nombre desquelles celle de Griffin me semble la meilleure sur le jeune Hemingway. Mais je n'allais pas lui réinventer une vie. Bon, voilà sa ligne de défense un petit peu contre les soupçons de ce plagiat qu'il juge très désobligeant. Quant à l'éditeur du livre en question, il reconnaît de sa part ce qu'il dit être une grosse erreur technique. Le texte imprimé diffusé par erreur à la presse en décembre était une version du travail provisoire. Elle ne correspond pas à la version définitive validée par l'auteur. Bon, est-ce que là on est sur du coup une inspiration documentée ou une erreur technique de l'éditeur? Bon, en vrai, qu'importe. Il va en falloir beaucoup plus pour entacher la réputation de Patrick Poivre d'Arvor. De 2012 à 2013, il est à la présentation d'une émission mensuelle sur la chaîne parlementaire. À partir de 2012 aussi, il co-anime avec son fils Arnaud un magazine sur France 3. Puis, on le retrouve en 2014 sur Radio Classique pour une tranche d'information. Et tout en continuant son parcours médiatique, il semble aussi continuer à manigancer avec des escrocs. Fin novembre alors 2015, Patrick Poivre d'Arvor est placé en garde à vue. Le mec a juste fait autant de garde à vue que le Lascar du coin dans toute sa carrière. Alors vous allez me dire, c'est quoi la raison? Une plainte pour agression sexuelle? Et non. Toujours pas. C'est une affaire d'escroquerie qui lui salit encore une fois le derrière. Il est interrogé dans le cadre de l'affaire Aristophil, alors soupçonné d'escroquerie en bande organisée. Officiellement, Aristophil est une société de collecte, achat et vente de documents historiques précieux, comme par exemple des lettres écrites de la main d'Albert Einstein. La société Astrophil vend en fait des parts sur le marché en faisant miroiter un placement financier intéressant. Elle crée même un musée pour y exposer les manuscrits. Mais en réalité, ça détourne beaucoup d'argent. Et Patrick Poivre d'Arvor
D'abord, alors, il est interrogé pour avoir contribué à mettre en valeur les offres de placement financier. Cependant, il ressort libre de sa garde à vue et sans mise en examen. Bon, petite chose que je ne rappelle jamais car ça me semble assez logique, une personne non condamnée par la justice est une personne considérée innocente par la loi. L'année suivante, c'est Radio Classique sur laquelle il a un bulletin d'information qui le remercie. On est alors maintenant en 2018 et Patrick Poivre d'Arvor n'a pas encore connu son plus grand scandale. Au cours de sa carrière, l'homme a croisé du monde, beaucoup de monde. Et certaines femmes qui, elles, ont croisé son chemin sont sur le point de révéler la véritable identité du présentateur télé le plus connu des Français. Un visage que personne n'a jamais vu en dehors des présumées victimes. C'est une plainte qui va déclencher toute l'affaire, celle de Florence Porcel, qui est une écrivaine à cette époque-là. Une plainte déposée contre lui en février 2021 pour viol et agressions sexuelles répétées. Les faits se seraient déroulés apparemment entre 2004 et 2009. Malgré sa volonté de porter plainte à ce moment, elle s'en est sentie incapable. Elle dénonce un contexte d'emprise psychologique et d'abus de pouvoir de la part du présentateur. Qui aurait pu croire que la star de l'actualité en France aurait pu faire une telle chose? La police judiciaire de Paris alors ouvre une enquête préliminaire. La nouvelle est alors rendue publique par le journal Le Parisien. On parle maintenant de l'affaire PPDA. Alors face aux accusations, lui répond aussi publiquement. En mars, le magazine Le Quotidien lui offre pas moins de 26 minutes d'antenne. Une interview dans laquelle, bien sûr, il nie fermement toutes les accusations contre lui. Pour lui, c'est évident que la plaignante cherche la notoriété avec cette dénonciation calomnieuse et fantaisiste. Elle fait ça, apparemment d'après lui, pour promouvoir le livre qu'elle vient de sortir. Et même, il pense à ce moment-là qu'elle est amoureuse de lui. J'ai senti que j'avais un peu troublé cette jeune femme. Il est catégorique. Il ne s'est rien passé. Bon, bien sûr, il est favorable à collaborer avec les enquêteurs, mais bon, tout de même. Il a l'intention, lui aussi, de déposer une plainte contre Florence Porcel pour diffamation. Mais peut-être aurait-il mieux fait de se couper la langue ce soir-là, en tout cas dans son intérêt. Parce que ses propos sur TMC ne vont pas du tout passer inaperçus et vont même réveiller la hargne de nombreuses victimes présumées. Aux côtés de Florence Porcel, c'est une journaliste, Hélène Desvinques, qui monte au créneau. Elle a entendu les propos de PPDA contre Florence et elle est furieuse. Malgré tout, le témoignage de Florence lui donne la force de parler à son tour. Alors le 11 février 2023, elle sort publiquement du silence et accuse le présentateur d'un viol qui se serait déroulé en 1993. À partir de ce moment, c'est un déferlement de plaintes à l'encontre de PPDA. L'opinion publique découvre alors là, petit à petit, sans la lumière des projecteurs et à côté de ces petites escroqueries, que c'est un véritable prédateur en série. Mais bon, si l'opinion publique le découvre, qu'en est-il du milieu médiatique? Savait-on autour de lui jusqu'où il allait avec ces femmes qu'il accuse? S'il est le prédateur que les accusatrices dépeignent, il y a tout de même fort à parier, en plus de 30 ans de carrière médiatique, que son comportement ne soit pas passé inaperçu. Le Parisien, qui révèle l'affaire, publie aussi les témoignages, la plupart anonymes. Des témoins le qualifient de gros dragueur bien lourd, un gros forceur quoi. Et si la plupart des témoignages sont anonymes, c'est probablement parce qu'on sait qu'il connaît absolument tout le gratin médiatique. Et pas seulement journalistique bien sûr, mais aussi culturel, politique, etc. Le gars connaît pas mal de monde et s'est fait un visage public de marque et de lettres au-dessus de sa cravate. Pourtant, les assistantes de PPDA surnomment les femmes qu'il reçoit dans son bureau le McDo de Patrick. À la rédaction de TF1, les journalistes alors alertent les nouvelles venues. Fais gaffe, ne monte jamais seul dans l'ascenseur avec PPDA. Ces témoignages de l'entourage du présentateur sont accompagnés de ceux, anonymes également, de plusieurs accusatrices. Elles racontent des expériences traumatisantes en contact avec PPDA, décrivent des situations qui relèvent du harcèlement et de l'agression sexuelle. Comme de nombreuses histoires de révélations publiques, ces témoignages de victimes présumées en entraînent d'autres. Sur ce qui s'appelait à l'époque encore Twitter, d'autres femmes s'expriment et postent leurs témoignages. Et encore une fois, comme toute histoire d'accusation, l'opinion se divise. Certaines personnalités du paysage audiovisuel français prennent alors sa défense, comme par exemple Claire Chazal, mais aussi Jean-Pierre Pernaut. Patrick, c'est quelqu'un qui aime les femmes, il ne l'a jamais caché. Il aimait discuter avec elles, il aimait les convaincre peut-être, mais son bureau est au centre de la rédaction. Si c'était passé des choses répréhensibles, on l'aurait su. Mais tout ça va bientôt s'arrêter pour lui. Le 15 mars 2021, c'est Le Monde qui publie les témoignages de 8 femmes, dont 3 pour les jeune, j'avais 23 ans, pour moi c'était fou. J'ai discuté avec PPDA, je me demandais même ce qu'il pouvait me trouver d'intéressant en fait, hein, mais je trouvais que c'était une belle expérience. On discute de tout et de rien. Et sans rapport, il me demande si je serais intéressée pour avoir un rapport sexuel avec lui. Je lui ai dit que non. J'ai voulu être polie en lui disant que il avait l'âge
village de mon père. Et là, il me propose de me raccompagner. Je lui dis que non, vraiment, c'est pas la peine. Si, il a un petit peu dans le forcing. Et je suis un peu mortifiée parce que je sais qu'en allant vers l'ascenseur, les regards vont se porter sur moi en se demandant mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle monte avec... Enfin, c'était bizarre, l'action était bizarre. Mais je m'imaginais pas non plus que... Dès lors que les portes se sont refermées, moi je regardais mes pieds parce que j'étais gênée en fait. J'ai relevé ma tête et alors là il tenait plutôt l'épaule en fait. Il m'a embrassée et il a mis la langue alors que ma bouche était fermée. Ça a duré quelques secondes. Je me souviens de cette sensation qui me dégoûte encore parce qu'il était quand même assez... Enfin, il avait 40 ans de plus que moi quoi. L'une d'entre elles, Hélène Devinck, journaliste à TF1 au moment des faits, elle déclare avoir cédé une fois devant l'insistance du présentateur. Une autre femme raconte même « J'ai essayé de me débattre doucement et de me dégager en murmurant que je ne voulais pas, que j'avais un petit ami, mais j'étais pétrifiée et je n'ai pas osé le repousser. » Alors, ai-je besoin vraiment de le dire ? En vrai, malheureusement, oui, je pense bien. Si la personne en face de vous dit non, c'est non. Si la personne en face hésite et que tu forces un peu, c'est non quoi, toujours. Et si la personne en face est prise par surprise sans avoir même le temps de consentir, c'est encore une fois non. Et dans notre cas, le gars semble finalement avoir sa petite réputation. Ses collaborateurs savent que chaque jeune femme qui se présente pour un entretien avec lui risque de passer à la casserole. Bon, entre le McDo de Patrick et la casserole, toutes ces phrases donnent vachement envie de gerber. Patrick Poivre d'Arvor, lui, semble pertinent de poser des questions personnelles, très personnelles aux filles qui croisent son chemin. Alors à la rédaction, on l'entend régulièrement dire « Est-ce que t'es en couple ? Est-ce que t'es fidèle ?» Mais ce qui intéresse le service judiciaire, là, chargé de l'enquête, c'est de savoir si les faits mis en cause dans ces témoignages sont prescrits. Et ouais, même s'il a probablement violé une gamine d'à peine 20 ans, quand il en avait plus de 50, le plus important c'est de savoir si c'est prescrit. Enfin, pour le moment. Car on va voir que certaines circonstances aggravantes vont heureusement permettre aux victimes de maintenir l'enquête ouverte. Bon, effectivement, l'enquête préliminaire et les témoignages publics révèlent progressivement une réalité hyper glauque. Depuis des décennies, il est de notoriété publique, enfin dans son milieu, que Patrick Poivre d'Arvor a des rapports problématiques avec les femmes, et beaucoup. En mai 2021, ce sont 2 nouvelles plaintes qui visent Patrick Poivre d'Arvor. L'une pour l'autre pour agression sexuelle. Bon là, comme vous pouvez le voir, ça sent pas du tout bon pour PPDA. Début 2022, on ne compte pas moins de 8 plaintes à son égard pour des faits similaires et 23 accusatrices, toutes n'ayant pas porté plainte. Lui a aussi déposé une action en justice pour dénonciation calomnieuse. Et après 4 mois alors d'investigation, l'enquête pour viol est classée malheureusement sans suite. La majorité des faits dénoncés tombent sous le délai de prescription alors. D'autres plaintes sont rejetées pour insuffisance de preuves, dont celle d'ailleurs de Florence Porcel. Quant à sa plainte à lui aussi, elle est rejetée. La justice le considère dans l'impossibilité de prouver une intention de nuire de la part des plaignantes. Mais les victimes présumées persévèrent malgré les impasses judiciaires. Alors, en mai 2022, Mediapart organise une émission spéciale intitulée « 20 femmes prennent la parole ». Le titre est sans équivoque. 2h30 d'interview durant laquelle 20 victimes présumées, ayant porté plainte ou non, sont présentes. La majorité à visage découvert témoigne de violences sexuelles qui remontent jusqu'en 1988. Et certaines étaient mineures au moment des faits. D'autres sont même malades. Et ce qui est tout de même 2 circonstances particulièrement aggravantes. On y apprend que plusieurs sont notamment anorexiques, comme Solène, sa fille, qui se donne d'ailleurs la mort en 1995. Certaines femmes présentes sur le plateau de Mediapart restent, elles, anonymes, parce que certaines prennent la parole pour la première fois. Elles veulent protéger leur vie privée ou elles ont peur des conséquences professionnelles. D'autres ont parlé à l'époque mais n'ont pas été crues et pas été entendues surtout. À l'époque des faits qu'elles dénoncent, la plupart pensent pouvoir saisir des opportunités en approchant Patrick Poivre d'Arvor. Elles veulent un stage, une interview pour un mémoire d'études ou des conseils finalement pour éditer leur texte. Et lui, du coup, leur accorde des entretiens qui, vous le devinez, ne sont pas tellement de vrais entretiens. Les victimes présumées décrivent un prédateur obsédé par ses pulsions qui profite tout simplement de son statut. Un prédateur qui se jette sur elle sans aucun préliminaire et qui change radicalement de visage qu'on lui connaît à l'écran. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire un dessin ? Je pense pas vraiment. Les témoignages parlent de baisers ou de rapports imposés par surprise, au minimum sans consentement, sous une pression psychologique due à son statut. Bon, il le sait, il est supérieur à toutes ces jeunes femmes qui viennent lui demander des conseils. Et le problème, c'est qu'il en joue. Et dites-vous qu'il fait tout ça dans son bureau de TF1, dans lequel il y a des photos de sa fille. Et des fois, il fait ça aussi dans un coin de sa bibliothèque personnelle. Car oui, je vous le rappelle, monsieur est un homme de lettres.
Les victimes présumées décrivent alors comment il les prend par surprise ou par contrainte, alors qu'elles pensent avoir un entretien professionnel. Il les coince, les pètre, et après ça les jette. Il se sert sans aucune considération de leur personne, quoi. Elles, face à ces agressions, sont en état de sidération totale. D'autres sous pression psychologique, car elles sont jeunes, je le précise, et elles veulent percer dans le milieu, quoi. Et à ce moment-là, elles pensent que c'est trop bien de réseauter avec PPDA. Et bon, en vrai de vrai, c'est pas vraiment un consentement. Une jupe courte ou un décolleté, ce n'est pas non plus un consentement. Une femme qui sourit ou qui est aimable, ce n'est toujours pas là un consentement. Cette année 2022, elles se donnent alors ensemble la force de venir témoigner sur le plateau de Mediapart pour que la peur change enfin de côté. Lui, face aux enquêteurs, ne se souvient jamais vraiment des accusatrices. Mais la vérité ne va pas tarder bientôt à éclater. Face au nombre de plaintes et probablement à l'onde médiatique, la justice annule sa décision de les classer sans suite. Et vous allez me demander, c'est quoi vraiment le motif? La sérialité des faits. Un même auteur, un mode opératoire similaire et un même profil de victime. Le mec agit systématiquement comme un prédateur en fait, qui est tout simplement comparable à un serial killer. Malgré alors la prescription de certains faits, l'enquête est maintenue. Et à l'époque, c'est une première en matière de violence sexuelle en France. D'autant plus que d'autres plaintes pour des faits non prescrits le concernent. Et il n'est pas prêt d'échapper à cette mise en lumière médiatique. Même si je pense il se serait bien passé de celle-là. En parallèle, il commence alors à être blacklisté de partout. Sa voix off est carrément d'ailleurs retirée du documentaire Une maison, un écrivain, et ça va être d'ailleurs la dernière actualité télévisuelle qu'on lui connaît. Fin 2022, après de nouveaux témoignages publiés par Libération, on comptabilise les accusatrices en dizaines. L'une d'entre elles, l'écrivaine Bénédicte Martin, dénonce l'indifférence de son éditeur de l'époque en 2003, qui n'est pas moins que Frédéric Beigbeder. Elle dit l'avoir immédiatement alerté au moment des faits. Mais apparemment, il aurait ri à ce moment-là et aurait considéré la situation plus ou moins normale étant donné qu'elle parle de Patrick Poivre d'Arvor. Lui, Beigbeder, affirme qu'il ne se souvient pas du tout vraiment d'avoir entendu Bénédicte se plaindre de Patrick Poivre d'Arvor à lui. Mais que bon, si elle a été agressée, la justice devrait faire son travail. Et puis probablement qu'il aurait réagi beaucoup plus différemment aujourd'hui. Quant à moi, je suis désolé si je n'ai pas réagi en 2003 comme je le ferai aujourd'hui. J'étais très con à cette époque. Mais bon, cela, nous le savions déjà. C'est Frédéric du coup Beigbeder qui va dire ça. Et comme vous le savez, entre 2003 et 2022, il y a eu le mouvement MeToo. C'est-à-dire qu'à l'époque, certaines pratiques paraissent plutôt normales, comme ce qu'on peut appeler finalement le droit de cuissage, ou plus directement l'agression sexuelle. Quoiqu'en 2022, il y a encore pas mal de routes pour que la peur change finalement de côté. Car pendant ce temps, Patrick Poivre d'Arvor est membre du jury du Grand Prix du rayonnement français, un concours organisé par l'État qui récompense les talents français et le valorise à l'international. Cette nomination de PPDA dans le jury suscite alors bien sûr l'indignation évidemment de certaines personnalités politiques et des figures féministes. Après alors une tentative de défense très maladroite de la présidence du prix, l'événement est annulé et reporté. Il faut dire que les plaintes continuent de s'accumuler. Au printemps 2023, on compte 5 plaintes de plus contre PPDA. Toujours encore pour des faits comme vous l'imaginez, de et d'agression sexuelle. Pardon pour tous ces mots qui seront bipés. Je suis bien obligé. Cette même année, il est mis en examen pour la première fois concernant cette affaire et interrogé 2 fois en l'espace de 2 semaines. Publiquement et devant la justice, toujours plus de femmes témoignent. En avril 2023, face au témoignage de 3 nouvelles femmes, la justice alors relance très vite l'enquête préliminaire qui était en voie de clôture. Pour la première fois, dites-vous, Patrick Poivre d'Arvor est confronté à l'une de ses accusatrices, précisément dans les locaux de la brigade de la répression de la délinquance aux personnes. Ça fait tout de suite pour lui beaucoup moins classe s'il veut refaire quelque chose, quelques émissions par la suite. Au total, à ce moment, 45 femmes ont saisi la justice contre lui pour des faits allégués en 1988 jusqu'en 2015. Et même si toutes les plaintes n'ont pas été retenues en raison de la prescription de certains faits, ou du manque de preuves. La plupart des agressions se seraient apparemment déroulées dans le bureau du présentateur lui-même, situé dans la tour de TF1 après sa présentation du journal de 20h. À la fin de l'année 2023, il est mis en examen pour sur la journaliste Florence Porcel. Et début 2024, l'enquête est élargie à 2 viols et 1 agression sexuelle après les témoignages de 3 autres femmes. Des faits qui, eux, ne sont pas prescrits. Ce qui permet alors à certaines plaignantes, dont les faits sont prescrits, de saisir à nouveau la justice contre lui. À l'été 2024, 5 nouvelles informations judiciaires pour viol et aggravées sont ouvertes parmi les plaintes précédemment classées pour prescription. La tête alors de Patrick Poivre d'Arvor est sur le point de tomber, mais son éternelle cravate la retient toujours. Jusqu'à ce dernier coup de massue médiatique pour lui.
En octobre 2024, le journal Le Monde révèle la plainte pour viol de Caroline Merlet, déposée contre lui déjà en 2005, soit 16 ans avant la plainte de Florence Porcel. Ce qui ne manque pas de relancer l'enquête alors et le coup de projecteur sur l'affaire Patrick Poivre d'Arvor. Alors les amis, où je vous tourne cette vidéo, ce ne sont donc pas moins de 15 à 20 plaintes retenues par la justice contre Patrick Poivre d'Arvor. Donc plusieurs pour viol, en passant par le harcèlement et les agressions sexuelles en tout genre. Il fait donc toujours l'objet là d'une procédure judiciaire. Mais ni relax annoncé pour le Patrick, ni procès prévu à ce jour. Cela dit, perso, les amis, j'ai hâte de connaître la suite des résultats de cette affaire. Et évidemment, pour une éventuelle réponse à tout ça, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos, dans les prochaines affaires qu'on traitera sur la chaîne. Lui, il faut savoir qu'il n'exerce plus maintenant à la télé et il semble plus trop continuer à éditer des textes. En tout cas, de manière publique et connue. Et après toutes ces recherches, les amis, une question me vient maintenant. Pour toutes les victimes qui réussissent à trouver la force de dénoncer leur agresseur, combien ont gardé le silence? Bon les amis, pour moi c'est déjà le temps de vous laisser. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, même si je sais pas vraiment si on peut apprécier une vidéo de la sorte où on balance que des horreurs pendant 30 minutes. Ne restez pas les amis déconnectés trop longtemps. On se retrouve nous très prochainement pour de nouvelles affaires comme ça assez sordides. C'était Léo, essayez de bien dormir. À très vite. To jail? I see. I see. The murder. Guys, I think the music is a little bit loud. Here we go. Okay. We go back a little bit. Yeah, we daft. Hold on. Is it still louder? Okay. It's still the same, right? It's okay. God. Okay. We murder. We murder. It's fine. Did anything change? We go. Have fun. We murder. We return. We go. Goodbye! Goodbye, enemy ship! Goodbye! Nice. We also finished that quest. But we also need to infiltrate this camp. Hold on. Okay, we need to infiltrate this camp. Do you guys want to try infiltrating the camp or kill other ships? Let's kill those other ships because then we can do the other quest. We go. We go. Saxman. It's fine. We only have like the second ship. If we get a little bit more money, we will unlock a new ship. Killing ship